Ce puzzle que tout le monde connaît, on appelle ça un Rubik's Cube, et on s'est tous déjà cassé la tête dessus, parce que ce jeu, c'est le plus vendu à travers le monde, s'approchant du milliard d'unités vendues. Tout ça débute en 1974, quand le professeur d'architecture hongrois Erno Rubix crée à 30 ans ce puzzle dans le but d'aider ses étudiants à visualiser le déplacement de pièces dans l'espace. C'est là qu'il va se rendre compte qu'il a beaucoup de mal à remettre les pièces à leur état original. Il vient de créer un puzzle ultra simple d'apparence, mais cachant une technique de résolution pas du tout intuitive. Et avec les 43 252 milliards, 3 billions, 274 milliards, 489 millions, 860 000 combinaisons différentes qu'a le cube, c'est pas au petit bonheur la chance qu'on va le résoudre. Et au bout d'un mois, Erno met enfin au point une méthode pour résoudre le cube. Erno est donc la première personne de l'histoire à résoudre un Rubik's Cube. Et ça c'est pas rien, parce que juste dites-vous en fait, l'espèce humaine elle a des millions d'années d'existence, et le Rubik's Cube c'est pas un fonctionnement complexe, et pourtant c'est lui le premier à avoir eu l'idée il y a seulement 50 ans. Moi je trouve ça super marrant que l'espèce humaine est parvenue à aller sur la lune avant de savoir résoudre un Rubik's Cube. En fait quand on compare les deux, on voit bien que la technologie nécessaire pour faire un Rubik's Cube, c'est à des années-lumière de ce qu'il faut pour faire une fusée. Bref, Erno sa méthode à lui, sans trop rentrer dans les détails, c'est d'abord de résoudre les coins, qui est l'étape la plus dure, puis ensuite 3 arêtes sur une face, avant de se servir de la dernière arête non résolue pour facilement résoudre le reste. Il parvient d'abord à vendre son cube dans des boutiques de jeux à Budapest, et son succès lui permettra de rapidement se vendre en Hongrie à des centaines de milliers d'exemplaires, puis dans le monde avec près de 100 millions d'unités vendues entre 1980 et 1983. La marque Rubix profite alors du marché créé et va se diversifier avec les modèles du 2x2, du 4x4 et du 5x5. Sauf que le 2x2, c'est pas Rubix qui l'a inventé, parce qu'en 1957, Larry Nichols avait déjà designé ce puzzle de 6 couleurs sans le fabriquer, avec des brevets déposés en 1972, soit 2 ans avant que Erno invente son Rubik's Cube. Larry de son côté, avant même de fabriquer le puzzle, il avait déjà pour but d'en faire un jeu, alors que Erno s'est rendu compte du potentiel seulement après l'avoir fabriqué. Son 2x2, il avait un mécanisme très simple, avec juste 8 blocs maintenus entre eux par des aimants. Bien qu'il n'ait sûrement pas de plagiat, surtout voyant le fonctionnement approximatif du 2x2 de Larry, il gagnait en 1986 un procès pour violation de brevet du 2x2 contre Ideal, la marque qui vendait des Rubik's Cube à l'époque. Et je vous ai même pas parlé de William Gustafson, qui dépose en 1960 ce brevet-ci. Niveau apparence, on dirait pas un 2x2, mais le fonctionnement est super abouti pour l'époque. Dans les années 80, on a l'apogée de la popularité du Rubik's Cube, et les premiers championnats du monde se tiennent à Budapest, la ville d'origine du Rubik's Cube. Mintai gagnera cette compétition en vendant un bout de cube en 22,95 secondes. Ce temps est très rapide, mais peut paraître lent quand on le compare aux 3,13 secondes de Max Park, mais il faut prendre en compte qu'à l'époque ça faisait seulement 2 ans que le cube était vendu à l'international. Il y avait donc beaucoup moins de préparation et pas toute l'aide dont on dispose aujourd'hui avec internet. Et pour couronner le tout, il devait se servir d'un cube tout neuf qui tournait extrêmement mal. Malheureusement, après ces championnats et jusqu'aux années 2000, très peu de choses vont changer pour le Rubik's Cube. Malgré son immense popularité, il ne restera qu'un jouet que la majorité des gens ne savent pas faire et aucune compétition importante ne sera organisée après celle de Budapest. La marque va quand même continuer de se développer en enchaînant les partenariats et les différents modèles. Outre les Rubik's Cube classiques, on a le Rubik's Clock inventé par Christopher Wiggs et Christopher Taylor et racheté par Rubix en 1988. On a aussi des jeux de société et d'autres déclinaisons du 3x3. On a en tout un bon millier de variantes. Mais le cube va connaître une renaissance quand la WCA est créée au début des années 2000, et depuis, 210 000 personnes ont officiellement résolu le cube en compétition. Les compétitions de la WCA se sont développées de manière exponentielle. De 12 compétitions à travers le monde en 2004, on est passé à 109 en 2008, 303 en 2012, 679 en 2016, 1328 en 2019 et 2135 en 2023. En tout, plus de 10 000 compétitions ont déjà été organisées. Le cube a pu renaître en grande partie grâce à la communauté qui s'est formée sur internet, d'abord via les forums, puis par la visibilité que les Rubik's Cube ont sur les réseaux sociaux, avec des vidéos ayant des dizaines de millions de vues. Le tutoriel de JPerm totalise à lui seul 64 millions de vues, et depuis peu, les formats courts avec des Rubik's Cube explosent eux aussi. Depuis tout à l'heure, je vous parle uniquement de la marque Rubix quand je fais référence au puzzle, sauf que j'ai oublié de vous parler d'un point super important. En termes de performance, les cubes Rubix sont tout simplement nazes et ont une très mauvaise image dans la communauté du speedcubing, parce que non seulement ils tournent mal, mais en plus ils sont chers. Rubix a de nombreux brevets, mais n'a pas le monopole sur le type de puzzle qu'on appelle Magic Cube, qui est en fait le principe du 2x3. Et les marques chinoises qui ont d'habitude une réputation de contrefaçon sont en fait bien meilleures. Les 5 marques qui dominent le marché du speedcubing, Kiyi, Moyu, Gan, Yuxin et Dayan, sont toutes chinoises et proposent des technologies bien plus poussées que Rubix, telles des aimants dans différentes pièces, des meilleurs designs et un plastique de bien meilleure qualité. J'ai dit plutôt que Rubix vendait ses cubes chers, mais ce n'est absolument rien à côté de Gan, dont les produits haut de gamme se rapprochent souvent de la centaine d'euros. Cette marque s'est créée une image de produit de luxe à la même manière qu'Apple, et même si le prix peut se justifier par une conception méticuleuse de leurs cubes, les prix ne reflètent pas la performance, car des cubes petit budget comme le RS3 MV5 font tout aussi bien.
En plus de Rubik's, d'autres marques développent le nombre de dérivés possibles et il y en a tellement que c'est impossible de tous les avoir. Dans les cubes de type n par n produits en masse, on monte jusqu'à du 21 x 21 et le plus grand des cubes de type n par n c'est un 33 par 33. On a aussi des puzzles avec bien plus de faces, différentes manières de tourner, différentes formes, bref, il y a énormément de possibilités. Dans les compétitions organisées par la WCA, il y a en plus du Street Fighter classique des variantes telles que les épreuves à l'aveugle, à une main, et jusqu'en 2020, il y avait même une épreuve avec les pieds, épreuve qui se fait supprimer surtout parce qu'elle était mal vue, et on se demande pourquoi. La WCA permet donc d'enregistrer officiellement les records dans ces disciplines, et des superstars comme Felix Zendegs ou Max Park se sont démarqués par leur nombre astronomique de records du monde qu'ils ont établis. Des championnats mondiaux et continentaux ont lieu tous les 2 ans, et sont des compétitions accueillant près d'un millier de participants à chaque fois, et il y a à la clé des cash prizes, comme près de 3000 € pour le champion du monde de 3x3. Ce n'est pas un milieu où les meilleurs compétiteurs sont professionnels, même si c'est complètement possible que des speedcubers comme Félix et Max aient pu en vivre partiellement pendant un temps, de par leur partenariat avec certaines marques. Des primes sont données lorsqu'on bat des records du monde, avec par exemple la marque Ki, qui prévoit une récompense de plus de 14 000 $ pour un nouveau record du monde de 3x3, mais seulement 700 $ pour une épreuve comme du Cube. Donc pour faire court, on a 210 000 compétiteurs pour à peu près 0 pro, c'est un milieu très compétitif avec très peu d'argent à la clé. Erno Rubik, pendant ce temps-là, a eu très peu d'impact dans la communauté du speedcubing, et est très vite retourné à ses activités d'ingénieur architecte, le cube n'étant qu'une de ses créations s'étant vu prendre une dimension insoupçonnée. Il a par exemple aussi créé le Rubik's Magic, le Rubik's Snake, le Rubik's 360, qu'il vend tous sous sa marque. Il devient en 1990 le président de l'Académie hongroise d'ingénierie, et se concentra en fin de carrière à l'accessibilité des universités et de l'éducation. Il fait de plus de très nombreuses apparitions au cours des années en interview, en cérémonie, et même au championnat du monde de Rubik's Cube en 2017 à Paris, avec une apparition surprise. Is the creator of the cube, Mr. Erno Rubik. Après 50 ans d'histoire, le speedcubing bat son plein avec déjà 600 compétitions organisées en 3 mois cette année. Depuis maintenant 20 ans, tous les mois de nouveaux records du monde tombent, repoussant à chaque fois les limites de ce qu'on aurait pu imaginer. Il y a 10 ans, une moyenne de 5 secondes de Rubik's Cube semblait invraisemblable, mais aujourd'hui ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'on en ait une à 3 secondes.